Toute vie, dans sa course, est un processus de décomposition. Mais les coups qui se chargent d'accomplir la partie dramatique du travail, les grands coups soudains qui viennent tout semble venir de l'extérieur, ceux dont vous vous souvenez et que vous rendez responsables de ce qui se passe, ceux dont vous parlez à vos amis dans des moments de faiblesse, ceux-là ne produisent pas leurs effets tous en même temps. Il existe un autre genre de coup qui vient de l'intérieur, que vous ne ressentez qu'au moment où il est trop tard pour y remédier, qu'au moment où vous comprenez de façon irrévocable que jamais plus vous ne serez, à certains égards, un type aussi bien. Le premier genre de cassure semble se produire instantanément. Le second se produit presque sans que vous le sachiez, mais vous en prenez conscience brutalement. Avant que je ne me lance dans cette brève histoire, permettez-moi de faire une observation d'ordre général. La marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple être capable de voir que les choses sont sans espoir et cependant déterminé à les faire changer. Cette philosophie me convenait au début de ma vie d'adulte, quand je voyais l'improbable, le peu plausible et souvent même l'impossible se produire. La vie était quelque chose que vous dominiez si vous aviez un peu de talent. La vie pliait facilement devant l'intelligence et l'effort, ou la combinaison des deux dont vous étiez capable. Être un homme de lettres à succès était une entreprise qui paraissait romantique. Vous ne seriez jamais aussi célèbre qu'une star de cinéma, mais la notoriété acquise serait probablement plus durable. Vous n'auriez jamais le pouvoir d'un homme doté de fortes convictions politiques ou religieuses, mais vous seriez certainement plus indépendant. Bien entendu, dans l'exercice de votre métier, vous resteriez à jamais insatisfait. Mais moi, je n'en aurais pas choisi d'autre. Alors que les années 20 s'effaçaient, mes propres années les devançant de peu, mes deux regrets juvéniles, ne pas avoir été assez costaud ou assez bon pour être dans l'équipe de football de l'université et ne pas avoir été envoyé en Europe pendant la guerre, se sont réduits à des rêves éveillés puérils d'héroïsme imaginaire, tout juste susceptibles de m'aider à m'endormir au cours des nuits agitées. Les grands problèmes de la vie semblaient se résoudre d'eux-mêmes, et s'ils devenaient trop compliqués à dénouer, vous étiez alors trop fatigué pour penser à des problèmes plus généraux. La vie, il y a 10 ans, était en grande partie une affaire personnelle. Je devais maintenir en équilibre le sens de la futilité de tout effort et le sens de la nécessité de la lutte, la conviction de l'inévitabilité de l'échec, et cependant la volonté de réussir, et plus encore entre le poids mort du passé et les hautes ambitions de l'avenir. Si j'étais capable de le faire en dépit des calamités courantes, domestiques, professionnelles et personnelles, alors l'ego continuerait de voler comme une flèche, du néant vers le néant, avec une énergie telle que seule la pesanteur pourrait la faire tomber à terre. Pendant 17 ans, à l'exception d'une année d'oisiveté délibérée et de repos dans ma ville natale, les choses se sont poursuivies de cette façon, toute tâche nouvelle n'étant qu'une perspective agréable pour le lendemain. Je ne me ménageais pas vraiment, mais je me disais, jusqu'à 49 ans, tout ira bien. Je peux compter là-dessus. Pour quelqu'un qui a vécu comme je l'ai fait, on ne peut pas en demander davantage. Et puis, 10 ans avant cette date fatidique, j'ai pris soudain conscience du fait que je m'étais fêlé prématurément. Il y a bien des façons pour un homme de se fêler. La tête peut se fêler et, dans ce cas, les autres vous retirent tout pouvoir de décision. Ou bien c'est le corps, et il n'a pas d'autre choix que de se soumettre au monde incolore de l'hôpital. Ou encore le système nerveux. Si l'auteur de ces lignes n'était pas à ce point exposé, n'ayant, à l'époque, pas eu le goût de boire plus d'une bière en 6 mois, ses réflexes nerveux n'en étaient pas moins affectés. Trop de colère et trop de larmes. De plus, pour en revenir à ma thèse selon laquelle la vie sait faire varier ses offensives, la prise de conscience de la fêlure ne s'était pas produite à l'occasion d'un coup, mais d'un répit. Peu de temps auparavant, j'étais assis dans le cabinet d'un grand médecin et j'écoutais une sentence assez grave, avec ce qui m'a semblé, rétrospectivement, une certaine équanimité, j'ai vaqué à mes affaires dans la ville où je vivais alors, sans me faire beaucoup de soucis,
sans penser beaucoup à ce qui avait été négligé ou à ce qu'il allait advenir de telle ou telle chose qui dépendait de moi, comme le font les gens dans les livres. J'avais une bonne police d'assurance et de toute façon, je n'avais été qu'un médiocre intendant de la plupart des choses qui m'avaient été confiées, y compris mon propre talent. Mais mon instinct me disait que je devais impérativement être seul. Je ne voulais absolument voir personne. J'avais vu tant de gens au cours de ma vie. J'étais moyennement sociable, mais cette moyenne avait tendance à grimper quand je pouvais identifier mes idées, mon destin et moi-même aux gens de toute classe avec qui j'entrais en contact. J'étais constamment en train de sauver ou d'être sauvé. Au cours d'une seule matinée, je passais par toutes les émotions qu'avait pu connaître Wellington pendant la bataille de Waterloo. Je vivais dans un monde d'ennemis insondables et d'amis et d'alliés inaliénables. Mais je voulais à présent être absolument seul, et je m'étais donc organisé pour m'isoler un peu des servitudes ordinaires. Ce ne fut pas une époque malheureuse. Je me suis éloigné et les gens se sont fait plus rares. J'ai découvert que j'étais bien fatigué. Je pouvais rester couché, et j'en étais content, dormant ou somnolant parfois 20 heures par jour, et essayant, dans les intervalles, de ne pas penser du tout, préférant faire des listes. Je faisais des listes, et je les déchirais, des centaines de listes, des officiers de cavalerie et des joueurs de football, des villes, des chansons populaires et des lanceurs de baseball, des moments heureux, des loisirs et des maisons dans lesquelles j'avais vécu, des costumes depuis que j'avais quitté l'armée et des paires de chaussures, et des listes des femmes qui m'avaient plu, et de toutes les fois où je m'étais laissé snober par des gens qui n'étaient pas meilleurs que moi, ni par la personnalité, ni par le talent. Et soudain, étonnamment, je me suis senti mieux, et je me suis fêlé comme une vieille assiette dès que j'ai entendu la nouvelle. C'est la fin véritable de cette histoire. Ce qu'il convenait de faire à ce sujet allait devoir reposer dans ce qu'on appelait la matrice du temps. Qu'il suffise de dire que, au bout d'une heure passée à étreindre un oreiller, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais passé les 2 dernières années à puiser dans des ressources que je ne possédais pas, que je m'étais hypothéqué jusqu'au cou, physiquement et moralement. Que représentait en comparaison le petit cadeau de la vie qui m'avait été rendu, alors que j'avais tiré fierté autrefois de la direction prise par ma vie, confiant que mon indépendance durerait. J'ai compris que, au cours de ces 2 années, afin de préserver quelque chose, un silence intérieur peut-être, peut-être pas, je m'étais sevré de toutes les choses que j'aimais, que chaque action de ma vie, du brossage de dents le matin au dîner avec un ami, était devenue un effort. Je me suis aperçu que depuis longtemps je n'avais plus aimé les gens et les choses, me contentant de la vieille routine grinçante consistant à faire semblant d'aimer. Je me suis même rendu compte que mon amour pour mes proches était devenu une simple tentative d'aimer, que mes rapports ordinaires avec un rédacteur en chef, un marchand de tabac, l'enfant d'un ami, se réduisaient à ce que je me souvenais devoir faire d'après une autre époque. Au cours du même mois, des choses comme le son de la radio, les publicités dans les magazines, le grincement du train sur les rails, le silence absolu à la campagne, me remplissaient d'amertume. La douceur humaine me rendait méprisant. La dureté me poussait immédiatement, même si c'était secrètement, à être querelleur, détestant la nuit quand je ne pouvais pas dormir, et détestant le jour parce qu'il conduisait à la nuit. Je dormais sur le flanc parce que je savais que plus vite j'aurais fatigué mon cœur, ne serait-ce qu'un peu. Plus vite viendrait l'heure bénie du cauchemar, la catharsis qui me permettrait de mieux affronter le lendemain. Je pouvais encore regarder certains endroits, certains visages. Comme la plupart des gens du Middle West, je n'avais jamais eu, ou presque, de préjugés racistes. J'avais toujours éprouvé un secret désir pour les adorables blondes scandinaves qui s'asseyaient sur les vérandas à Saint-Paul, mais qui n'avaient pas encore atteint la frange économique qui leur aurait permis de faire partie de ce qui était alors la bonne société. Elles étaient trop gentilles pour être des poules, et trop récemment sorties de la campagne pour avoir une place au soleil. Mais je me souviens d'avoir fait le tour de leur pâté de maison pour simplement apercevoir leurs cheveux brillants. Le choc éblouissant d'une fille que je ne connaîtrai jamais. Ce sont des choses qui ne se disent pas, qui nous éloignent du fait que, ces derniers temps, je ne supportais plus de voir des Celtes, des Anglais, des hommes politiques,
des inconnus, des Virginiens, des Noirs à la peau sombre ou pas, des chasseurs, des vendeurs et des intermédiaires en général, n'importe quel écrivain. J'évitais très soigneusement les écrivains parce qu'ils sont capables de prolonger les ennuis comme personne. Et toutes les classes en tant que classe, et la plupart des gens en tant que membres de leur classe. Pour tenter de m'accrocher à quelque chose, j'aimais les docteurs et les petites filles jusqu'à l'âge de 13 ans, et les petits garçons bien élevés à partir de l'âge de 8 ans. Je pouvais trouver la paix et le bonheur avec ces rares catégories de gens. J'ai oublié de dire que j'aimais les hommes vieux, les hommes de plus de 70 ans, parfois même 60 ans quand ils avaient des visages suffisamment ridés. J'aimais le visage de Katharine Hepburn à l'écran, en dépit de ce qu'on disait de sa prétention, et celui de Miriam Hopkins, et ceux de mes vieux amis à condition de les voir une fois par an, et d'être en mesure de me souvenir de leurs fantômes. Sous-alimenté et assez inhumain tout ça, n'est-ce pas? Eh bien les enfants, ça, c'est indéniablement ce qu'on appelle craquer. Ce n'est pas un joli tableau. Inévitablement, il a été trimballé ici et là dans son cadre, et soumis à l'appréciation de divers critiques. L'un d'eux peut être adéquatement décrit comme la personne dont la vie donne à celle de quiconque une allure de mort, même cette fois-ci, quand on lui a donné le rôle assez peu séduisant de la consolatrice de Job. En dépit du fait que cette histoire est terminée, permettez-moi de consigner notre conversation à titre de post-scriptum en quelque sorte. Écoute, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, a-t-elle dit. Elle dit toujours écoute, parce qu'elle réfléchit avant de parler. Elle réfléchit vraiment. Elle a donc dit « Écoute, imagine que la fêlure n'ait pas été en toi. Imagine que c'est le Grand Canyon qui se soit fêlé. La fêlure est en moi. » Ai-je dit héroïquement. « Écoute, le monde n'existe que par tes yeux, par l'idée que tu t'en fais. Tu peux en faire ce que tu veux, immense ou minuscule. Et tu t'acharnes à vouloir être un petit individu misérable. Mon Dieu, si jamais je devais me fêler, j'essaierais de faire éclater le monde avec moi. Écoute, le monde n'existe qu'à travers la façon dont tu l'appréhendes. Et donc il vaut bien mieux dire que ce n'est pas toi qui es fêlé. C'est le Grand Canyon. Bébé a bien avalé tout son Spinoza. Je ne connais rien à Spinoza, je sais. Elle a alors parlé de ses malheurs à elle, qui semblaient, dans le récit que l'on faisait, avoir été plus pénibles que les miens, et expliqué comment elle les avait affrontés, surmontés, dépassés. J'ai réagi vaguement à ce qu'elle a dit, mais je suis un homme qui pense lentement et, au même instant, il m'est venu à l'esprit que de toutes les forces naturelles, la vitalité est la plus incommunicable qui soit. À l'époque où le jus circulait en moi comme un article libre de droit de douane, j'essayais de le distribuer, mais toujours sans succès. Pour mélanger encore les métaphores, la vitalité ne prend jamais. Vous en avez ou pas, comme la santé ou les yeux marrons, l'honneur ou une voix de baryton. J'aurais pu lui en demander un peu, bien empaquetée et prête à être réchauffée à la maison et digérée, mais je n'en aurais jamais obtenu, pas même si j'avais attendu 1000 heures, la timbale de mendiant à la main. Je ne pouvais que m'éloigner de chez elle, en me déplaçant prudemment comme un plat fêlé, vers le monde d'amertume dont j'allais faire ma demeure, avec les matériaux qui s'y trouvent, en citant pour moi-même, une fois sa porte franchie, « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel vient à s'affadir, avec quoi la salera-t-on »